Dans l'avion, Sarah me regarde et me dit tu serais pas un peu surmené en ce moment ? Ok. Je dis non. Enfin, peut-être. Enfin, oui, totalement. Est-ce que la croissance qu'on engendre, ça serait pas une croissance qui fait mal ? Est-ce qu'en fait, la croissance n'engendre pas le mal-être ? C'est la satisfaction des collaborateurs qui donnera la satisfaction client, qui donnera la croissance rentable. C'est l'histoire d'une boîte de la tech animée par l'envie de travailler autrement. Cette boîte, c'est notre boîte, Shodo. Je suis John, le cofondateur et le CEO de ce groupe désormais présent à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse et La Réunion. Je suis Laurie, la CEO de Shodo Paris, la première entreprise où tout a commencé. Et on est tous les deux ravis de vous accueillir dans notre podcast Sous les claviers la plage. Ce podcast, c'est notre façon de découvrir des entrepreneurs et des entrepreneuses engagés. Comme eux, on croit possible de repenser l'entrepreneuriat, de privilégier la transparence et l'équité, tout en conciliant performance et respect. Parce que sous nos claviers, il y a bien plus que du code. Il y a l'envie de bâtir un monde du travail plus juste et plus humain. Et un monde où les métiers qui ont du sens riment avec performance. Bienvenue dans Sous les claviers la plage. Salut tout le monde. Salut. Salut John. Salut Henri. Salut Laurie. Salut. Est-ce que vous allez bien ? Ça va super. Bon, écoutez, je suis très excité à l'idée d'enregistrer cet épisode avec vous. Je vais te présenter rapidement avec une petite chronique, Henri. Et puis ensuite, on va pouvoir embrayer à travers cet épisode autour de la transformation Opale qui, on l'espère, va intéresser pas mal de gens. Tant qu'à faire. Eh bien, Henri, longtemps, on a pensé que faire grandir une entreprise passait nécessairement par plus de structures, plus de niveaux hiérarchiques, bref, plus de contrôle. Certains dirigeants ont fait un choix différent, interroger la place du pouvoir dans l'organisation, et c'est précisément ce chemin que tu as emprunté, Henri Bouchet. Henri, tu es directeur général délégué de Xelia, un éditeur de logiciels français fondé en 2005 qui développe notamment des solutions ERP et SIRH à destination d'entreprises du secteur plutôt médico-social. Tu me diras si je dis des bêtises. Et selon les données communiquées par ton entreprise, Xelia compte aujourd'hui plus de 230 collaborateurs et poursuit une trajectoire de croissance soutenue. Mais Xelia, ce n'est pas seulement une histoire de logiciel. Dans plusieurs interviews publiques, tu expliques que l'entreprise a engagé à partir de 2020 une transformation profonde de son organisation. Un modèle interne baptisé BEEC pour bien-être et croissance, fondé sur la confiance, l'autonomie et la responsabilité collective. Donc concrètement, tu déclares que depuis 2021, Xelia fonctionne avec des équipes autonomes d'environ 20 à 25 personnes, sans manager ni directeur au sens traditionnel. Et les équipes s'organisent, prennent des décisions et portent collectivement la responsabilité de leurs résultats. Cette réflexion s'inscrit, selon tes propres termes, dans une volonté de concilier performance économique et conditions de travail soutenables, en t'appuyant notamment sur les travaux présentés dans Reinventing Organization de Frédéric Laloux. En parallèle de ton rôle chez Xelia, tu es également engagé dans l'écosystème entrepreneurial et tu es président de l'association Vice-président. Vice-président de l'association président de l'association EDE2S depuis 2022 et vice-président de Croissance Plus, j'ai quand même bien fait mes devoirs, Ouais, tout à fait. depuis 2023, où tu interviens sur les sujets de transformation des entreprises. Au passage, Henri, tu démontes un cliché qui a la peau dure. Non, les entreprises libérées ne sont pas pilotées que par des bisounours. Et oui, on peut y concilier ambition, croissance et exigence. D'ailleurs, chez Shodo, ces questions résonnent fortement. Nous évoluons également dans un secteur où la pression, la croissance et l'exigence sont permanentes. Et nous savons à quel point aussi les choix d'organisation façonnent ou dégradent durablement les résultats et les dirigeantes eux-mêmes. Alors aujourd'hui, avec Laurie, on a envie d'explorer avec toi ce que signifie réellement libérer une organisation, ce que cela implique concrètement, ce que cela transforme, ce qu'on peut perdre au passage, ce qu'on va y gagner évidemment, et ce que cela oblige à laisser de côté sur le bord de la route quand on est dirigeant. Très clair.
Merci pour cette présentation. Je t'en prie. Je me sens flatté, tout ça est correct. Donc merci beaucoup pour cette introduction. Bon, ta journée est gagnée. Voilà. Bon, on va attaquer la première partie. Donc en fait, moi ce que j'ai envie de voir, puisque John l'a dit, tu es directeur général délégué depuis 2005. Et donc en fait finalement pendant 15 ans, de ce que je comprends, avant 2020, avant d'avoir le déclic, tu fais tourner ta boîte sur un modèle classique qui rapporte, j'imagine. Je te le souhaite. Et en 2020, tu changes de vision pour passer à un mode de fonctionnement qu'on dit libéré, opale. Enfin, on va peut-être voir aussi le lien qui est entre les deux. Dans cette première partie, ce qui serait bien, c'est de comprendre d'où est venu le déclic et ce qui te pousse en fait à remettre ça en cause à l'époque, alors que ça semblait finalement fonctionner. Pourquoi avoir fait tout ça ? Pourquoi avoir fait tout ça ? Si on se reprojette un petit peu en arrière, le 17 mars 2020, ça ne vous aura pas échappé, un grand truc nous arrive. Ouais, relou, le truc relou. Ouais. Voilà, le Covid. Et là, on est tous à la maison. Ouais. Et évidemment, alors pour la petite histoire, et quand même pour rappeler, je suis associé dans cette entreprise avec mon frère Cyril. D'accord. Et un troisième associé qui s'appelle Blaise. Et avec Cyril, évidemment, on s'appelle à peu près tous les jours et on discute un petit peu de la situation et de voir comment on peut gérer la phase critique dans laquelle on se retrouve face à ce Covid. Bon, globalement, on a de la chance. On est une entreprise qui fait de l'édition logicielle. Ce qu'on fournit à nos clients, c'est central pour leur activité. On n'a pas de risque majeur économique pour nous, donc ça va. On est en plus sur un modèle qu'on appelle un modèle SaaS, donc on vend des abonnements, donc l'argent continue à rentrer. Il y a des abonnements, 80% du chiffre d'affaires de Xelia, c'est de l'abonnement. D'accord. Il n'y avait pas de sujet critique. Pour autant, on se dit avec Cyril, est-ce qu'on va vraiment sortir de là de la même manière qu'on y est rentré ? Est-ce que ce n'est pas quand il y a une crise majeure qu'on doit s'interroger sur des changements à effectuer ? Parce que finalement, quand on a des grands virages à prendre, il vaut mieux ralentir un peu. Et finalement, le ralentissement, on n'a pas choisi, mais il était là. Donc on s'est dit, on va profiter de ce ralentissement pour s'interroger s'il n'y a pas des choses à changer. Alors pour répondre à ta question du pourquoi, quand on se regarde à cette époque-là, on se dit, la boîte va très bien, on fait 40% de croissance. Vous êtes combien à l'époque, à ce moment-là ? 130. On est 130. Et on fait 40% de croissance en 2019. Super. Et puis dans les échanges avec Cyril, et assez rapidement Sarah, qui était donc notre DRH, on discute tous les trois et on dit, mais finalement... c'est bien beau la croissance, mais est-ce que la croissance qu'on engendre, ça ne serait pas une croissance qui fait mal ? Est-ce qu'en fait, la croissance n'engendre pas le mal-être ? Et donc la question de philosophie, c'est existe-t-il un modèle d'organisation capable de concilier bien-être et croissance ? L'acronyme BEC, bien-être et croissance, était né, et là, on s'est mis à lire. Okay. On s'est mis à lire, du coup, Frédéric Laloux, Reinventing Organization, Isaac Getz, l'entreprise libérée, et également toute la théorie autour de l'holacratie qui a également repensé des modèles d'organisation. Donc on se nourrit de pas mal d'informations. Parce que ce pourquoi, voilà, c'est de prendre conscience que ce modèle d'organisation pyramidale traditionnel, tu as l'impression que les organisations n'ont presque pas le choix. C'est-à-dire que dès qu'elles grandissent, elles se disent que la seule façon de grandir, c'est d'introduire le millefeuille hiérarchique. En fait, on ne sait pas faire autrement. Et donc, nous, la question, ça a été de se dire, mais est-ce que ce millefeuille hiérarchique n'introduit pas une forme de mal-être et ne serait pas une des causes de nos problèmes ? Et donc, tous ces livres nous ont permis d'imaginer qu'il y avait en fait d'autres façons de faire. Et donc, arrivé en juin 2020, on fait une grosse annonce. Bon, début juin 2020, on est encore tous à la maison. Hein. Oui. Et là, on fait une visio avec nos 130 collaborateurs. Et on leur dit, écoutez, les amis, on a une proposition à vous faire. On vous propose de faire un test, ce qu'on appellerait un POC, un Proof of Concept, un POC, pour tester un nouveau modèle d'organisation basé justement sur la confiance et l'autonomie. Et on vous propose de basculer dans ce mode-là. Et là où ça a été particulièrement violent, c'est qu'en fait, on l'a annoncé aux 27 managers et directeurs en même temps qu'à tous les autres. Ah oui. Bon, là, ça secoue. Hein. Ouais, j'imagine. Attends, juste, parce que là, dans le récit, je pense qu'on va basculer sur le comment ça fonctionne. Et moi, je voudrais creuser quand même un petit moment le pourquoi. Tu vois, moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je reprends ta trajectoire. Tu es sur une boîte, ça fait au moins 2 ans d'affilée que tu fais 40% de croissance.
Donc, on parle, j'imagine, en croissance de CA. La boîte, elle est hyper rentable, j'imagine. Elle est rentable. À ce moment-là, elle n'est pas hyper rentable parce qu'on est dans un mode 0+. Tu vois, tout ce qu'on dégage, on le réinvestit dans la croissance. Ouais. Donc, on n'est pas focus EBITDA. Tu vois, on est en mode 0+. Mais du coup, tes indicateurs ont l'air d'être tous au vert ou relativement verts. Et je lis entre les lignes, enfin, j'entends que tu es quand même sur de la croissance qui est douloureuse, qui est coûteuse, notamment sur le plan RH, sur le plan humain. C'est quoi les signaux faibles qui te font un jour te réveiller et te dire que ça va plus, ou que tu crées de la casse? Alors, c'est quoi? Il y a un premier signal qui n'est pas vraiment faible, ouais. qui est assez fort, c'est que je me prends le mur. C'est-à-dire fin 2019, une discussion avec Cyril et Sarah que je viens de citer, en rentrant d'un déplacement professionnel. Et dans l'avion, Sarah me regarde et me dit tu serais pas un peu surmené en ce moment? Okay. Je dis non. Enfin, peut-être. Enfin, oui, totalement. Et on atterrit, je reprends ma voiture, et pendant tout le trajet du retour et toute la nuit qui a suivi, j'ai pleuré. Ah ouais. Et depuis ce matin-là, le lendemain matin, je n'ai pas plus retourné au travail. Ok. Voilà. Donc, c'est un signal plutôt fort, je te dirais. Il n'est pas vraiment faible. Et donc ça, c'est une crise que je me prends en octobre 2019. Et la chance d'être associé avec son frère, je lui ai déjà dit, c'est que finalement, je pense que dans une organisation classique, je ne sais pas si je me serais livré de cette manière. Là, la réalité, c'est que j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à dire. Et sa réaction a été d'introduire un premier concept qu'on aura réutilisé derrière. Il m'a dit, je te mets sous bulle de protection. Ok. Donc, en gros, tu arrêtes tout pendant un mois. Je ne veux pas te voir. Okay. Donc, il n'y en a pas eu un arrêt au sens d'un médecin qui me donne un arrêt de travail. Il y a eu une relation entre frères qui se joue sur l'écoute et qui dit « Ok, stop, là, on va s'arrêter. Tu vas respirer et on va s'organiser. » Donc, novembre 2019, arrêt. Décembre 2019, je reviens. Mais quand tu as mars 2020 qui arrive juste après, je peux te dire que le signal, il était quand même très présent dans ma tête. Et quand je partage ça avec Cyril et Sarah, il y a ce qui m'est arrivé à moi, donc une croissance qui fait mal, mais il n'y a pas que moi. Et quand on se met à observer dans l'entreprise, il y en a d'autres qui sont en souffrance. Et une souffrance qui n'est pas un mal-être je me fais harceler, je ne suis pas bien, etc. Ouais. Non, c'est juste que je m'éclate, mais j'en fais trop. Je suis toujours en train de faire trop. Quand tu es en 40% de croissance, finalement, tu es toujours en retard sur ton recrutement, tu es toujours en train de faire plein de choses. Et en fait, tu as tout le monde qui est à fond les ballons. Et là se pose finalement un petit peu la question de, ce modèle d'organisation avec des N+1 qui sont là pour faire en sorte que les N-1 travaillent plus, ça crée un peu de la tension. Mais ma question, c'est que donc, toi, tu le vis au plus dans ma chair, de ton aide, dans ta chair, dans tes tripes, etc. Enfin, c'est un burn-out, quoi. Voilà. Et là, c'est comme si on t'avait mis des lunettes et tu réalises qu'il y a d'autres personnes chez Exelia qui sont... tu le sens, tu le sais, mais tu le vois pas. C'est comme toujours. C'est comme tous les sujets. À chaque fois que tu commences à parler d'un sujet, finalement, il devient évident et tu te demandes comment tu l'as pas vu avant. Voilà. C'est quoi? Il y avait des arrêts de travail? Non, pas à ce stade. Qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte parce qu'en fait, encore une fois, quand la discussion démarre avec Cyril et Sarah et qu'on s'interroge sur le modèle d'organisation et qu'on se dit comment, en fait, on peut traiter ça, tous les trois, on a tous les trois des cas en tête. Et on se met à en parler. Alors, tu vois, c'est comme Pierre, je vais prendre des prénoms fictifs, mais c'est comme Pierre, tu as vu Pierre, c'est un peu chaud. Ah ouais, Paul, c'est pareil. Jacques, je t'en parle même pas. C'est ça, ça sort en fait. Ça sort dans la discussion. Donc, ce n'est pas un cas personnel lié à moi, il est fort chez moi, mais il y en a d'autres. Et donc, on se met à s'interroger sur un modèle d'organisation parce qu'il y a aussi un phénomène, alors là, ça vient sur mon cas personnel, mais le problème de la pyramide hiérarchique, c'est que globalement, elle met en place des gens pour s'occuper des gens juste en dessous. Mais quand ça va pas bien, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le truc qui remonte le mieux par capillarité, c'est les emmerdes. Ah, bien sûr. C'est quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, ça remonte en haut. Donc t'as pas toujours les bonnes nouvelles. Par contre, les mauvaises nouvelles, voilà, celle-là, elle remonte hyper bien. Une pelle à merde à gérer. Voilà. Et en gros, quand ça va pas, souvent, le gars que tu avais mis là en N+1 pour gérer, quand ça va pas, il dit... Au fait, au-dessus, vous pouvez m'aider. Et puis, ça remonte au-dessus. Au fait, au-dessus, vous pouvez m'aider. Et en fait, tu te retrouves dans une organisation où tu as mis plein de gens en place, mais quand ça va pas bien, ils se sentent pas si autonomes que ça pour gérer le ça va pas bien. Et donc, tu décides de les empowerer en changeant de modèle d'orga. Exactement. Et faire en sorte que, finalement, dans ce modèle d'organisation, il y a une phrase un peu clé qui dit
celui qui sait, c'est celui qui fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est redonner la parole à ceux qui sont au contact des clients du terrain. Voilà. Et donc, pour pouvoir leur donner la parole, il faut leur donner de l'autonomie et de la responsabilité. Et c'est pour ça qu'on choisit le modèle en équipe autonome. Ok. Non, mais du coup, maintenant, le pourquoi est très clair. hyper clair. Et je te remercie de te livrer de manière aussi sincère. Tu viens résoudre un pain systémique, organisationnel, en changeant de vision. Ouais. Ok. Non, c'est mieux parce qu'en fait, on peut, dans ton narratif, dans le récit, quand on se renseigne un peu sur ton parcours, se dire putain, le mec, un jour, il s'est réveillé et il a décidé de changer de direction. Et je peux même te dire qu'on a eu des réactions de gens qui vont un peu dans le sens de ce que tu viens de dire. Dans la boîte, il y a des gens qui ont dit mais pourquoi vous cassez un jouet qui marche ? Ouais. Et c'est vrai que ce modèle d'organisation libérée, bien souvent, il a été mis en œuvre comme la dernière solution avant la fin. Tu sais, bien souvent, c'est les trucs pour sauver la boîte. Ouais. Nous, on n'avait pas besoin de sauver la boîte. Okay. On voulait voir s'il n'existait pas une autre manière de faire, plus pérenne, plus efficace, plus saine. Et du coup, tu as profité du Covid pour... C'est ça. En fait, ce temps de pause un peu aussi, peut-être forcé. Quand le temps de pause s'impose à toi, finalement, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment où tu peux prendre un peu de hauteur, t'interroger et te dire, voilà, j'ai une boîte qui est câblée croissance. La croissance, elle est divisée par 2. Donc, globalement, les gens ont un peu de place pour réfléchir. Oui, à ce moment-là, il y a quand même une vraie baisse d'activité. Clairement. Qui permet de... autant il y a des boîtes qui ont chuté, autant nous, on a juste ralenti. Ouais. Je veux dire, c'est une chance. Hein. Nous, on a fait une année 2020 à 15% de croissance. Ça va. Ça va, c'est pas... Voilà. Non, mais du coup, hyper intéressant. Donc, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet de savoir comment tout ça fonctionne vraiment. Ouais, on va mettre les mains dans le cambouis et voir en détail ce que c'est une société, du coup, Opale. Alors moi, j'ai pas trouvé de définition très simple pour les sociétés dites Opale. Et donc, j'ai fait mes recherches. Et franchement, sans rire, je suis tombée sur des workshops de 3 heures qui expliquent le modèle de la spirale dynamique qui amène à libérer l'entreprise. Franchement, j'étais un peu du père. Donc, autant dire que le propos, il n'a pas l'air hyper accessible. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer de façon très simple, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ça, ce qu'est une société Opale ? Alors d'abord, on va repartir, je pense, du principe d'Isaac Getz, qui est l'entreprise libérée. Ok. L'entreprise libérée, le grand principe, vous m'entendez répéter 2 mots en permanence depuis tout à l'heure, c'est autonomie et responsabilité. Yes. D'accord ? Donc, je pense que c'est intéressant de partir de là, parce que Frédéric Laloux, il s'inspire de ça pour arriver aux organisations Opale. Mais j'aurais tendance à te dire que tu as des entreprises libérées, qui est un grand mot, et c'est un mode d'organisation, et peut-être même plutôt un mode de pensée. D'accord. Et après, l'organisation Opale, c'est un exemple, je dirais, de façon de libérer son entreprise. Ok. Donc déjà, pour mettre un petit peu ça en exergue. Alors ensuite, une fois que tu as compris ça, Frédéric Laloux, ce qu'il fait avant d'introduire le modèle Opale, c'est qu'il s'interroge dans son livre sur les autres modèles qui existent. Ouais. Et il utilise des couleurs. Ouais. Donc il va choisir la couleur noire pour parler de la mafia. C'est-à-dire la mafia, si tu n'es pas d'accord avec moi, je te tue. Ok. C'est noir. Ouais. Il va ensuite aller chercher du marron pour l'armée, où globalement, il y a une pyramide, des ordres, des choses extrêmement structurées, très forts, et globalement, un rapport au supérieur qui est très fort, et une exigence, une chaîne de commandement, etc. On va sur du marron. On va avoir des organisations peut-être plus traditionnelles, comme celles qu'on connaît tous, pyramide, du vert. On va avoir des choses en bleu, qui vont être le monde associatif, qui s'autoportent, se gèrent, qui s'appuient sur les uns les autres, etc. Et puis lui, il arrive à la couleur opale, et je ne sais pas si vous avez déjà vu une pierre d'opale, mais c'est joli. C'est multicolore. Ouais. L'idée de dire, c'est qu'on est composé de toutes ces couleurs. Et donc, l'idée, c'est qu'il existe peut-être un modèle d'organisation qui est un peu de tout et qui redonne la place à chacun pour vivre. Voilà comment on arrive à la notion de Opale. Et alors, lui, dans son livre, finalement, il théorise ce modèle d'organisation en s'appuyant justement sur un mode d'organisation dit en équipe autonome. Ouais. Donc, l'équipe autonome, c'est de découper son organisation en plusieurs morceaux qu'il va appeler des équipes autonomes et faire en sorte que dans ces équipes autonomes, il y ait de la responsabilité et de l'autonomie qui soient données aux équipes. C'est globalement ça le grand principe du livre. 2 clés de voûte du... Voilà. Et après, il utilise beaucoup l'exemple d'une organisation qui s'appelle Buurtzorg, qui est basée en Hollande,
qui a été un peu justement un des précurseurs de ce modèle d'organisation, et qui est une entreprise qui fait du soin infirmier à domicile, et qui globalement a commencé petit, et aujourd'hui est devenu le leader de son marché, et c'est une société de 15 000 personnes, organisée en équipes autonomes. Ouais, Globalement, c'est 1000 équipes de 15. 1000 équipes de 15, ouais. Voilà. Moi, j'ai trouvé un exemple aussi en France, Favi. Favi, bien sûr. Favi, typiquement, c'est pas organisation Opale. C'est une organisation libérée et qui est inspirée dans le livre d'Isaac Getz. Ouais, et du coup, entreprise de fonderie donc française, qui est l'exemple le plus cité pour parler de réussite d'entreprise libérée. Ça marche plutôt bien puisqu'ils sont passés de 100 à 600. Le chiffre d'affaires a doublé en 7 ans et avec une marge nette de 6,7% dans cette période. Bon, voilà pour quelques chiffres intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'exemple de Favi, par rapport à ta remarque de tout à l'heure, Favi le met en place parce que sinon pour sauver l'entreprise. Ok. Voilà. Et toi, tu le mets en place quand ça va bien. Et est-ce que tu peux... Ça va bien économiquement. Ouais, ça va, mais pas humainement. Mais il y a un risque humain qu'on ressent et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire pour permettre de continuer à grandir et surtout pas se retrouver dans une situation où finalement, il faudrait arrêter de grandir. C'est un peu le... Il y a un mec qui théorise ça, Olivier Amand, entre effectivement la notion... La différence entre la performance et la robustesse, c'est-à-dire une F1, c'est quelque chose d'hyper performant, mais c'est très fragile, ça casse. Et la nature, elle a besoin de saisons pour se régénérer, etc. Mais en fait, elle arrive à se régénérer, elle est robuste. Puis il parle de ce qui est cool aussi dans cette notion-là, c'est que quelque part, il te dit que la performance entraîne toujours de la violence. Par exemple, un sportif, il est performant, il va aller chercher des résultats de fou, mais en fait, il aura été violent avec son corps. Et finalement, tu n'as pas de performance sans violence, alors que la robustesse, c'est moins violent et plus dans le long terme. C'est amusant que tu emploies le terme de violence, parce qu'au cœur de notre transformation, il y a un mouvement qu'on a pris en main au même moment, du coup, c'est ce qu'on appelle la CNV. La communication non violente, de Marshall Rosenberg. Et donc, en gros, on a pris conscience, en lisant un peu toute cette théorie, que globalement, alors qu'on ne se sent pas du tout violent, en fait, dans notre façon de communiquer, on est violent en permanence. Et dans le management en particulier. Tu peux donner des exemples ? Ah bah oui, moi j'ai une façon très simple de résumer la communication non violente. C'est, je parle en jeu, le tu, et on est un con. Voilà. Une fois que tu as compris ça, tu parles différemment. Or, on se rend compte que dans l'organisation traditionnelle, un manager, quand il va s'adresser à un manager, il va lui dire « tu ». Oui. Voilà. Qui blâme, tu reportes la faute... En tout cas, je m'adresse à toi et je ne parle pas de moi, je parle de toi. La CNV est globalement, encore une fois, la difficulté qu'on doit résoudre quand tu libères l'entreprise, c'est comment tu arrives à prendre des décisions alors qu'il n'y a plus de décideurs. Il te faut des clés. Parce que c'est facile, entre guillemets, dans l'organisation traditionnelle. Il y a toujours un moment, il y a quelqu'un qui décide. Quand tu as enlevé la notion de décideur, il faut donner des clés pour que ça se passe bien. Et que tu n'aies pas une anarchie ou que tu n'aies pas la loi du plus fort, c'est-à-dire celui qui gueule le plus parmi la troupe qui va finir par gagner le morceau. Donc, tu dois introduire des clés. Et les clés, justement, c'est prendre conscience que dans le langage naturel, il y a une violence naturelle qui est là. Et donc, on peut la résoudre en venant chercher une logique qui existe dans la CNV, qui est on commence par exprimer ses besoins. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis et moi ça me fait rebondir sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure au moment où on t'a interrompu, où tu expliques que je dis pas de bêtises, le 20 juin 2020, tu organises un visio où en fait tu expliques à tout le monde que vous changez de paradigme et que vous allez basculer vers une organisation Opale, et il y a tes 28 managers qui l'apprennent en même temps et du coup je te laisse la suite. Voilà, on va faire un petit passage justement pour expliquer les événements. Alors, le 2 juin 2020, la visio. Le 2 juin au soir, ça sonne dans tous les côtés. Mais vous êtes des grands malades. Pourquoi vous allez casser un jouet qui marche ? Pourquoi vous ne nous avez pas prévenu avant ? Voilà. Alors évidemment, notre posture a été de répondre, écoutez les gars, d'abord, on assume. Parce que si on vous avait prévenu avant, vous nous auriez passé 1 an à nous convaincre qu'il ne faut pas le faire. D'accord. 2, vous avez bien entendu, on n'a pas dit on va changer. On a dit on vous propose un POC pour tester si ça peut convenir à l'organisation. Donc participez au POC et vous nous direz après ce que ça donne. Et là, on lance un POC.
Alors le POC, c'est en gros, c'est de dire on va créer une shadow organization, organisation de l'ombre. Et en gros, on se dit, finalement, il y a 10 demi-journées dans une semaine, on va en consacrer une à ce mode d'organisation. Mais on veut que ça touche tout le monde. Ok. Donc ça veut dire que 9 demi-journées, vous faites comme avant, mais une demi-journée, vous êtes en équipe autonome. Et là, on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. Vous vous réunissez une demi-journée dans le nouveau format. Alors là, on invente le concept. J'avance un petit peu pour te donner le cadre. Donc, on crée des équipes autonomes. Donc, on crée, c'est vous le qui concept. créez On crée les équipes. C'est vous qui créez les équipes. C'est pas les équipes qui se créent toutes seules. Attention, on crée les équipes. Mais arrive la question, qui va dans quelle équipe ? Bah ouais. Et là, je me rappelle très bien... Excuse-moi, Henri, Ouais. donne-nous des exemples d'équipes que tu crées pour, Ouais. pour que l'audience comprenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on fait le choix d'organiser la notion d'équipe sur une notion de marché. Ok. Donc, en gros, on va organiser les marchés dans des tailles suffisamment petites pour qu'elles puissent être adressées par une équipe. Ouais. Donc, vous avez compris dans les secteurs qu'on adresse, on est présent dans le secteur du service à la personne, médico-social. Ça représente à l'époque déjà 70% de l'activité de Xelia, donc c'est un gros pôle. Puis après, on a un plus petit pôle qui adresse les avocats et les experts comptables. Ok. Bon, le petit pôle avocat-expert comptable, c'était facile de faire une équipe avocat et une équipe expert comptable. Ça, c'était facile. Côté domicile, c'était très gros. Donc, on a dit, on va subdiviser pour faire des équipes plus petites. Et on s'est dit, tiens, on va faire une équipe. On n'adresse pas de la même manière une association à but non lucratif ou une entreprise privée. On n'adresse pas de la même manière un réseau de franchise qu'un indépendant. Ouais. Et donc, on a créé des équipes par typologie de marché. Okay. Donc, finalement, arrivent ces 10 équipes qui se mettent en œuvre progressivement de cette manière-là. Et alors, dans ces équipes, il faut bien comprendre qu'il y a tous les métiers. Ouais. Du commercial, du formateur, du chef de projet, du technicien, il y a tout. Tout est représenté dans cette équipe. Bien sûr, il y a des fonctions support dans une organisation. RH, communication, finance. Ces gens-là, ils viennent dans ce qu'on appelle des ECA, des équipes centrales autonomes, mais qui n'ont pas de marché en face. Mais on a quand même fait en sorte que les fonctions support soient également concernées. Ok, ouais. Pour éviter qu'il y ait là, tout d'un coup, encore des managers. Non, tout le monde est concerné. Sinon, ça ne marche pas. Ok, mais du coup, comment ça prend forme alors ? Eh ben, on a créé, par exemple, une équipe chez nous qui s'appelle Expertise, dans laquelle tu as les gens qui font du RH, de la finance, de la com, et ils sont là. Mais il n'y a pas de manager. Ok, d'accord. Ouais, et dans une équipe marché, tu vas avoir des gens qui font tous les métiers dont je viens de parler en face d'un marché. Voilà, donc ça, c'est... Début du dîner, entre Cyril et moi, je me rappellerai très bien, on avait constitué ces équipes avec Sarah, et début du dîner, on dit... on est d'accord que c'est quand même plus facile si c'est nous qui mettons les gens dans les équipes parce qu'on saura à peu près répartir les forces et les faiblesses de chacun. Et je dis souvent, le vin devait être bon parce que fin du dîner, on dit non, en fait, c'est complètement contraire à ce qu'on veut. Si on veut qu'ils soient autonomes et responsables, il faut qu'ils choisissent dans quelle équipe ils vont. Donc, c'est eux qu'on choisit. Donc là, on est en juillet. En juillet, ils ont choisi les équipes. Et là, ça remonte de partout. Attends, j'ai une question. Parce que j'ai compris les 10 équipes, etc. La raison d'être de chaque équipe, c'est quoi ? Eh bien, ils vont l'inventer. Okay. Et ça fait partie des choses qu'ils vont faire dans ces demi-journées. Okay. Et alors, en juillet, on a des remontées d'huile de partout. C'est-à-dire ? Ça va pas le faire, quoi. Je veux dire, tout le monde dit, mais vous êtes des grands malades. Et alors, on arrive à ce qu'on appelle les MEKI. Moi, j'ai appelé ça les MEKI, parce que tout le monde me dit, mais qui va valider mes congés ? D'accord. Mais qui va décider de mon nombre de prestations ? Mais qui va prendre le client au téléphone quand il n'est pas content ? Je vais faire la MEKI après aussi. Voilà, MEKI. Donc, on arrive à ce constat, et là, on veut aller dans la co-construction, dans cette logique de POC, et donc, on crée le club des ambassadeurs. Donc, en juillet, on se retrouve dans cette situation où on lance le club des ambassadeurs et on dit à toute l'organisation, si vous êtes suffisamment motivé par cette idée un peu folle, vous levez la main. La seule règle, c'est à l'intérieur du club, on a le droit de tout se dire. À l'extérieur, on est positif. Si vous êtes prêt à jouer ce jeu-là, on y va. Et là, se rajoute pour les ambassadeurs une deuxième demi-journée par semaine, où là, ils viennent avec nous, Cyril, Sarah et moi, et on vient discuter de tous les méquis. Et on prend tous les cas qu'il va falloir résoudre, puisqu'il n'y a plus de manager, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Donc, comment on fait ? Et là, on écrit. On écrit. Et on finit par étendre un cadre, un document qu'on a appelé le cadre ou le guide, et qui commence à définir les grands principes de l'organisation. Et c'est là où on se rend compte, je vous pose juste les grands principes ici, je vais y revenir après. Il y a 3 grands piliers dans l'organisation. 1, les équipes. 2, les communautés. 3, les comités. Des logiques un peu de cercle inspirées de l'holacratie. Donc globalement, on a ces 3 piliers. Et alors, on avance un petit peu dans le temps, on théorise un petit peu tout ça, on se rend compte qu'on va toucher à tout, puisqu'on va toucher au contrat de travail des gens. Mais déjà, il change de fonction. Le gars qui était directeur machin, il ne l'est plus. On touche aux fonctions des gens. On s'est dit, mais en fait, il va falloir toucher à la rémunération.
Parce que au fond de notre réflexion, on est arrivé à la conviction que, en fait, le variable est vecteur de mal-être. Ouais. Donc, on fait disparaître le variable. Ouais. Comment on fait ? Et puis, on touche à l'accord de performance, c'est-à-dire on revoit l'accord d'intéressement et de participation. Ouais. Et puis, on touche à la charte du télétravail. Parce qu'avant, le télétravail n'était en fait autorisé qu'à ceux qui étaient en province, mais à Paris, finalement, tu n'avais que 2 jours, alors qu'il y avait des gens qui habitaient super loin, qui auraient été ravis de pouvoir faire du 100% TT en étant en Île-de-France. Avant le Covid, le télétravail, c'était quand même très peu répandu. Chez nous, c'était extrêmement répandu. Imagine qu'avant Covid, 40% des salariés étaient des télétravailleurs 100%. Ouais. Et les 60% restants avaient déjà 2 jours de télétravail par semaine. Là, c'est avant Covid. Là, on bascule carrément en mode télétravail, c'est 100% pour qui veut. Ok. Ouais. Voilà. Et on encapsule tout ça, on se rend compte en droit français que toucher autant de choses, en fait, ça s'appelle un accord collectif de performance. Ça s'encapsule dans un document, et ce document, tu vas le négocier avec ton CSE. Donc à partir de septembre, on se dit, en fait, on va arrêter les ambassadeurs, parce que là, maintenant, on va rentrer dans une phase de construction légale de tout ce qu'on a envie de faire, dans un cadre qu'on va appeler un accord collectif de performance. Ok. Et alors là, il y a une scène assez marrante. J'accélère pour le timing, mais c'est quand même une scène assez marrante. C'est le démarrage des discussions avec le CSE. Et le CSE nous dit écoutez, on voudrait se syndiquer. Ok. Mais parce qu'il y a une vraie quinte, en fait, à ce moment-là, quand tu fais l'annonce. C'est hyper stressant. Les gens sont stressés, ils ne le prennent pas tellement comme une bonne nouvelle. Il y a plein de gens qui le prennent comme une super bonne nouvelle. Mais va dire à quelqu'un qui n'était pas responsable de quelque chose, maintenant, tu es responsable. Ouais. Et donc, puis, un responsable ou un directeur qui l'est finalement moins. Alors lui, il a un autre stress, c'est mais du coup, je sers à quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas une logique de je perds ma place, parce qu'on n'avait pas ce discours-là. C'est une logique de quelle est ma raison d'être ? Je sers à quoi ? Voilà. Je termine juste rapidement pour te dire. Donc, on lance ça, et ils disent on voudrait se syndiquer. Et je dis mais finalement, pourquoi ? Et ils me disent parce qu'on a fait nos recherches et en fait, on a vu que quand on était syndiqué, on pouvait imposer à l'employeur un référendum. Je dis mais il y a beaucoup plus simple en fait, c'est de poser la question. Ah, parce que vous seriez d'accord ? Bien sûr qu'on est d'accord. Ah du coup, on n'a pas besoin de se syndiquer. Bon. On voulait juste un référendum. Parce qu'en gros, quand tu es responsable, élu du personnel, et que tu as une telle pression de décision majeure qui arrive devant toi, c'est un stress énorme. Et donc, on termine l'histoire juste pour te dire que le 17 décembre 2020, on part en référendum, validé à 92% de oui. Super. Et au 1er janvier 2021, nous sommes organisés en organisation libérée. Et donc, du coup, là, on revient peut-être un peu sur le mode de fonctionnement vraiment. C'est hyper intéressant. Ouais, on a envie de savoir. Du coup, tu parlais des méquis tout à l'heure. J'ai plusieurs questions. Déjà, concernant la paye, la grille de salaire, comment c'est déterminé maintenant ? Puisque finalement, c'est quoi ? Ça fonctionne en termes de responsabilité ? Est-ce que les gens ont plus de responsabilités ? Enfin, comment ça marche en fait ? Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit qu'on voulait plus de manager, mais on voulait surtout pas faire disparaître le management. Ok. Petite nuance. Oui. Mais alors, ce qu'on voulait éviter, c'est le phénomène du chef-faillon. Parce que la tendance naturelle serait de dire on va mettre un chef d'équipe. Il va gérer l'équipe. Mais on se dit c'est contraire à ce qu'on veut, sinon ça ne va pas. Donc on prend le manager et en fait, on le coupe en 7. Douloureux. Et on répartit donc les 7 composantes du management sur 7 personnes différentes de l'équipe. C'est quoi les 7 composantes Ça commence par... Donc on appelle ça des référents. Ouais. Et je vais répondre à ta question. Mais donc dans une équipe, il y a 7 référents qui sont élus par leur pairs pour un mandat de 1 an, renouvelable maximum 2 fois. Parce qu'on veut que ça vive. On ne veut pas de gens qui s'accrochent à leur rocher et qui restent toujours en place. On veut que ça vive. Et alors les 7 composantes, c'est le référent stratégie, le référent planification, le référent performance, le référent qualité, le référent sécurité, le référent parcours, le référent bien-être. Ok. Donc là, tu as les 7 composantes du management de notre organisation qui nous correspondaient et on les a déclinées en 7 personnes. Et alors, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps qui dit « Il n'y a jamais eu autant de management que depuis qu'il n'y a plus de manager ». Et pourquoi ? Parce que, prends le point... Alors, ce que je ne vous ai pas dit encore... Cool. Oui, parce que en fait, si tu prends la chose de manière arithmétique, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que les référents, ils ont leur job, mais ils allouent 20% de leur temps à leur job de référent. Ok, 7 fois 20%, ça fait 140%. Donc, j'ai 140% de managers. Donc, d'un point de vue purement arithmétique, j'ai plus de managers. Et puis après, tu prends une deuxième composante. Ils ont été élus. Donc, ils ont une légitimité qu'un manager traditionnel n'a pas. Et tu prends la troisième composante, c'est qu'un manager, tu prends n'importe qui, il n'est jamais bon sur les 7 composantes. Il est toujours un peu plus perf que bien-être, ou un peu plus parcours que planification, ou plus stratégie que qualité.
bah là, tu as des gens qui se sont fait élire sur la composante qui les intéressait. Donc, ils sont disponibles tous les 7 chaque semaine pour traiter chacune des composantes dont ils sont légitimes parce qu'ils ont été élus. Donc, globalement, tu as un super manager, mais qui est réparti sur plusieurs personnes. Que des gens dans leur zone de génie. Dans leur zone, disons, d'appétence. Sans aller jusqu'à génie, au moins dans leur zone d'appétence, d'envie, etc. Ils se présentent à ces postes-là. Voilà, donc il y a quoi ? Il y a une petite campagne avant. Ils en parlent. Et puis, Ça se passe chaque fois en fin d'année. Et bien évidemment, toi, tu es hyper content. Plus tu as de gens qui se présentent, plus ton groupe vit, etc. Et tu te débarrasses des vieux réflexes, de toute façon, qui sont punis par la loi souvent, type délit d'entrave, en disant je veux surtout pas voir un tel, etc. Nous, on laisse faire. De toute façon, à chaque fois que tu essayes une fois que tu as fait le parti pris d'une telle organisation, à chaque fois que tu interviens, tu fais plus de mal que de bien. Voilà, faut juste l'assumer. Voilà. Pour répondre à ta question des méquis, du coup, la règle, c'est juste de s'assurer que les pouvoirs sont répartis. Parce que si tu commences à donner trop de pouvoir à une seule personne, tu crées le problème. Donc, en gros, c'est typiquement le référent performance qui valide les congés. Mais c'est le référent parcours qui décide des augmentations. C'est le référent stratégie qui dit vers où on va aller. C'est le référent planification qui met en œuvre la direction. C'est le référent qualité qui s'assure que les clients sont contents. C'est le référent bien-être qui s'assure que les salariés de l'équipe sont contents. C'est le référent sécurité qui s'assure qu'on fait tout ça dans les normes de sécurité. Donc tu as réparti tous les pouvoirs sur plusieurs personnes. Et moi j'ai une question quand même. Le narratif il est génial, etc. Je me mets juste dans la peau d'un salarié de chez Xelia. Il a 7 référents pour les 7 sujets. Ça veut dire que en fait, il sait. Enfin, c'est pas hyper complexe de te dire que tu as 7 personnes à qui tu dois rendre des comptes. C'est une question. La réponse est évidemment oui, dans le sens où c'est plus complexe que s'il y avait un seul nom. Ça, je peux pas répondre non. Après, encore une fois, tu te dis quand il y a un seul nom. Est-il vraiment disponible à chaque instant pour répondre à mes 7 problématiques ? Non. C'est une bonne réponse. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui est forcément disponible sur la composante sur laquelle il est légitime. Donc, il est en fait plus disponible puisque j'ai 7 personnes de disponibles pour répondre à mes questions. Du coup, moi, je continue dans le rôle de l'avocat du diable. Tu passes d'un schéma où tu as un mec ou une meuf, un boss qui a le droit de vie ou de mort sur ta carrière et ton salaire à potentiellement 7. Enfin, je pose cette question et bien évidemment, j'ai envie que tu démontes l'idée ou que tu nous racontes comment ça se passe quand on ouvre les capots. Mais moi, je suis John. Toi, Henri, tu es mon référent, ça doit être salaire. Parcours. Je te demande une augmente. Est-ce que toi, Henri, tu vas aller demander à tes 6 autres pairs référents si John mérite d'avoir une augmente, ou est-ce que en fait, c'est ta décision ? Non. Et les autres, c'est la vie, et ils en prennent leur parti. Alors, excellente question. Et du coup, je vais augmenter un tout petit peu le maillage de l'organisation pour pouvoir répondre à ta question. Parce que tu vas voir que c'est encore pire ou mieux que ça. Globalement, je vous ai bien parlé des équipes avec les 7 référents. Le point qui est important à identifier, parce que ça entre en jeu aussi, c'est que le constat qu'on fait dans la transformation, c'est que dans l'équipe, c'est top, c'est un peu comme une start-up, tu développes forcément ta polyvalence. Tu fais un peu tout, puisque on est plus que 20-25 personnes, donc tu fais un peu de tout, c'est chouette. Mais on s'est dit, c'est génial tout ça, mais les gens, pour leur bien-être, ils veulent aussi développer leurs compétences. Donc comment tu fais ? Là, on a créé un deuxième concept qui est la communauté. Ça veut dire que tout Xelian, voilà, un salarié de Xelia s'appelle un Xelian. Tout Xelian est forcément membre d'une équipe et d'une communauté. Je vais prendre l'exemple d'un développeur. Je suis développeur dans l'équipe pour le monde associatif et je suis membre de la communauté des développeurs. Donc, une fois par mois, je vais me réunir avec la communauté de tous les développeurs, de toutes les équipes. Et c'est là où je vais faire ma montée en compétences. Deuxième pilier. Et pour répondre à ta question, troisième pilier, on avait quand même besoin d'obtenir l'effet transversalité. On reste une entreprise. Si tout le monde devient des villages gaulois, on fait comment pour créer une unité qui pourrait ressembler à une nation ? Dans l'esprit d'une entreprise, il y a la vie de l'entreprise, il y a la raison d'être de l'entreprise, donc comment on fait ? On a décidé, même si on avait fait disparaître le comité de direction traditionnel, on a créé des comités directeurs. Et donc, on a 7 comités directeurs qui sont donc la réunion de tous les référents de toutes les équipes. J'ai donc un comité stratégie qui est la réunion des 10 référents stratégie de toutes les équipes. J'ai un comité parcours, et j'arrive à ta réponse, qui est la réunion des 10 référents parcours de toutes les équipes. Et donc, les décisions,
elles sont prises au comité parcours pour les Ok. augmentations de salaire. Ok. Donc, je suis référent parcours de l'entité A, de l'équipe A. J'arrive en comité parcours et je présente le dossier de John. Ouais. Je dis, je pense que ça serait intéressant de faire une augmentation à John. Ouais. Mais là, j'ai les 9 autres référents parcours qui me disent, tu rigoles, John, il a déjà un bonnet bleu, c'est suffisant, non? Ouais. Et c'est là où ça se discute. Donc, tu arrives avec tes arguments, et puis après, il y a des décisions qui sont prises là-haut, et puis tu redescends. Et donc là, on a un effet que j'appelle un peu député-préfet, Ouais. c'est-à-dire que le référent représente l'équipe quand il arrive en comité, et Ouais. représente le comité Ouais. quand il arrive en équipe. Ok. Donc, les décisions, donc pour répondre à ta question, la décision d'augmenter ou non John n'est pas prise par le référent parcours, Ouais. elle est prise par le comité parcours, qui est l'union des 10 référents du même sujet. Ok. Admettons, le cœur névralgique du projet s'appelle quand même BEC, donc bien-être et compétitivité. Donc, Et croissance, bien-être et Donc, croissance. j'imagine que tout est symbiotique finalement. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe quand notre ami John, en fait, il n'est pas d'accord avec la décision et en fait, il veut gueuler. Il fait comment? Eh bien, il y a un processus d'escalade Ok. qui est documenté. Ouais. C'est-à-dire que selon le sujet, étape 1, ton référent. Si le référent il peut pas traiter, il escalade au responsable, parce que je n'ai pas Ok. encore dit, mais dans le comité, il y a un responsable de comité. En fait, tu as quand même des strates finalement. Il y a des strates, mais pas de lien hiérarchique dans ces strates. D'accord. C'est ça qui fait toute la différence. Ouais. Ok. Et l'autre point qui est très important, c'est que ce sont des gens élus. Ouais. Oui, oui. Et que ça change. Ils sont légitimes. Ouais. Et que ça change Et que ça tous les ans. change. Mais du coup, qui décide en dernier lieu? Tu vois, Donc je réponds à ta question. Ouais. 1, le référent. 2, le responsable. Ouais. 3, la direction légale. Donc Cyril Ok. Blaise et moi, Oui. on peut se retrouver dans des situations d'escalade Tu qui vas n'auraient arbitrer. pas pu être traitées à l'étage 1 Ouais. et à l'étage 2. et donc c'est toi qui prends, qui fait ton affaire, de t'arbitre en dernier lieu. Ouais. Mais ce qui est hyper cool, en final, c'est que tu dis, Oui. si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, Hmm. c'est moi qui décide. Oui. Ok. Et donc c'est toi, en dernier Et lieu, qui bien décide de souvent- rattraper John ou de le laisser partir. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Et bien souvent, notre façon d'agir, ça va être d'aider les étages inférieurs à prendre résoudre eux-mêmes le la problème décision. sans toi. Ouais, ok. Et il nous est arrivé de devoir décider nous-mêmes. Ok. Mais pour vous donner un exemple, dans une organisation comme la nôtre, on pourrait avoir des sujets de croissance externe. Mhm. Racheter une entreprise. Ouais. Ah ouais. Souvent, c'est des trucs hyper confidentiels. Est-ce que ça te Ouais. freine du coup? Ah non. Nous, ce qu'on fait, c'est hyper intéressant. C'est qu'on a le comité stratégie qui est sous le sceau de la confidentialité. Dès que tu rentres en comité stratégie, D'accord. tu t'engages à la confidentialité. Donc, on aborde en comité stratégie, devant des référents élus, Ouais. des sujets de croissance externe. Donc, on les Ouais. met dans la boucle hyper tôt. Ouais. On discute avec eux, mais si tu veux, si eux, ils peuvent du coup devenir également des renifleurs de cibles. C'est que maintenant, Oui, le oui, comité oui. stratégie repère des gens qui pourraient être intéressants pour nous d'acheter. Ouais. Et on en discute en Oui, comité mais en fait, stratégie. ils sont hyper engagés dans le projet Ils de la sont boîte. quoi. engagés. Exactement. Ça, je perçois vachement l'intérêt, tu vois, finalement de créer de l'engagement et de projeter les gens dans la vision. Maintenant, tu as quand même t'as évoqué un sujet, moi, qui m'intéresse. Par exemple, vous décidez de faire une acquisition. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites « Putain, mais c'est une galère. Comment est-ce qu'on va réussir à intégrer, je dis n'importe quoi, Shodo dans la culture d'entreprise de Absolument. Xelia ?» Est-ce que tu te dis pas que c'est des freins des fois? Bien sûr. Bien sûr. Et comment tu fais? Alors, comment on a fait? Parce qu'on en a fait pas mal des croissances externes, on en a déjà fait 5. Alors, tu as un premier phénomène à date, c'est finalement la taille de ta cible. Ouais. Parce que bizarrement, ça devient des équipes. Ok. C'est-à-dire Ok. qu'une cible de 20-25 personnes s'intègre très très bien dans l'organisation. Ok. Plus gros, il y a question. Ouais. Mais quand c'est en dessous de 20, ça s'intègre très bien, ça Ouais. devient une Ça, nouvelle équipe. Oui, ok. Alors, tu as un sujet, c'est que souvent dans cette organisation historique, il y avait quand même des managers. Ouais. Donc, qu'en fais-tu? Ouais. Et donc là, tu as plusieurs possibilités. Les cas qu'on a eus, c'est il y avait les sortants, c'est-à-dire des gens qui étaient là que pour la transition et de toute façon, ils voulaient aller faire autre chose. Parfois les propriétaires, du coup. Mais on a eu des gens, si tu veux, qui sont venus en équipe centrale. Parce qu'ils avaient des expertises, ces gens-là. Et ces expertises ont été mises en profit en centrale, donc sont venus renforcer les rangs des équipes centrales, ont délaissé leur équipe d'origine Mhm. pour venir apporter leur expertise à l'ensemble de Ok, toutes les équipes. oui, ils ont. Voilà, ils ont changé de lieu. Ok. Et l'équipe, elle apprend à vivre. Et puis, voilà, on apprend, on construit. Et puis, au travers du temps, tu sais, on a déjà eu des fusions d'équipes, on a eu des subdivisions d'équipes. Moi, je fais beaucoup l'image de la cellule. Tu as parlé de symbiose tout à l'heure, Ouais. mais c'est Ouais. ça. C'est en fait, le modèle de croissance, il est conçu pour dire que là, tu es 20, tu peux aller à peu près jusqu'à 40. À 40, bloup, tu te subdivises et tu deviens 2 fois Ok. 20. Ouais, ok. Voilà. Et tu continues comme ça.
et tu continues à grandir. Ok, hyper clair. Je te remercie. Et en fait, il y a un dernier sujet que je voudrais évoquer parce que tu t'en as parlé et il a vachement suscité de curiosité de ma part. C'est-à-dire que tu es parti de gens, donc tu as dit 2 choses. C'est-à-dire que tu avais des managers qui avaient un level de rémunération a priori Plus élevé que d'autres. plus élevé, voilà. Et aussi avec des variables. Ouais. Après, les variables, probablement que d'autres personnes non managers en avaient, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu retravailles ta politique de rémunération. Est-ce que tu as baissé des salaires, par exemple? Est-ce que tu as des gens... Alors, on a fait un énorme pari. C'est que, en gros, on a décidé d'intégrer le variable dans le fixe. Ok. Ok. Donc tout le monde a pris une petite prime. Non, tu apportes de la sérénité. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais, En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on a voulu apporter la sérénité. Parce que le constat, c'est de dire, en fait, alors qu'on avait variabilisé, pour répondre à ta question, 80% d'Excelior étaient variabilisés. Ouais. Et quand je dis variabilisé, c'est you eat what you kill. Ça veut dire que tu touchais tous les mois. Ok. C'est Ouais. pas un variable de fin d'année. Si tu as plus ou moins atteint tes objectifs, tu as une petite prime à la fin. C'était tous les mois sur ta rémunération en fonction de ce que tu avais atteint Donc, comme c'est un chiffre variable non plafonné. non plafonné. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'était la boîte qu'on avait avant. Ouais. Notre constat, alors qu'on était très fan de ce système, ça a été de se dire, mais en fait, est-ce que tout ça, c'est pas vecteur de mal-être? Si tu prends le truc à froid, évidemment que pour le premier qui le subit, tu as un salaire, il faut tu t'es pris un Ouais, logement, c'est ça, bien tu sûr. t'es pris un prêt, tu t'es pris un ce que tu veux, tu cours t'as un après la niveau, tu croissance. cours Ouais. après ton variable. Donc, tu t'engendres, déjà tous les mois, tu commences avec un mal-être. Il faut que tu ailles le chercher. Ouais. Bon, ça conduit à des effets indésirables qui va être, allez, on va prendre l'exemple du commercial qui fait une survente. Qui va Ok, commencer ouais, à bien dire à sûr. son client, si, vous inquiétez pas, ça fait ce que vous voulez. Oui. Signez en bas là. Oui. Ouais. Allez, ok, ça y est, j'ai ma prime. Tiens, je te passe le dossier. Et là, le gars qui arrive après, chef de projet, il fait, mais attends, t'as dit n'importe quoi. Là. Donc lui, il recommence avec un mal-être. On lui passe un dossier dans lequel le dossier est déjà un peu abîmé, quoi. Et donc il faut qu'il remonte la pente. Mais comme lui, il est variabilisé. À la fin de son projet, il va dire écoute, formateur, tu arrives après moi, j'ai pas eu le temps de finir, mais tu finiras. Mais tu Et en fait, t'enchaînes des mal-être successifs. Donc, une fois que tu as compris ça, on dit on arrête tout. On va pas faire de carottes et de bâtons. On va dire ça fonctionne de la manière. Et on a trouvé une formule. Ok, c'est ça que je voulais te poser. Voilà. La formule a été de dire, pour que ça soit fair et surtout qu'on n'ait pas de négociation individuelle à gérer, donc que ça puisse s'encapsuler dans l'accord collectif de performance, on a créé la formule suivante, c'est votre nouvelle rémunération fixe sera, à partir du 1er janvier 2021, vos 12 meilleurs mois consécutifs sur les 24 derniers mois. On n'a pas dit les 12 meilleurs mois. Consécutif. On a dit les 12 meilleurs mois consécutifs. Ça veut dire que certains, c'était ces 12 mois-là, d'autres ces 12 mois-là, d'autres ces 12 mois-là. Mais chacun a eu sa meilleure période de 12 mois consécutifs. Ce qui est hyper fair, finalement. Qui est devenu son fixe. Ok. Et ça a évité toute discussion. Et après, tu arrives à ce phénomène qu'on me répond souvent, mais attends, des commerciaux sans variable, ça ne vend pas. Est-ce que ça vend un commercial sans variable alors? On a eu le phénomène assez intéressant, c'est qu'au début, j'ai envie de te dire, t'as raison. Et puis en fait, ce qu'on a observé, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, encore une fois, vous imaginez, nous, on a une boîte de logiciels qui vend des abonnements. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer? Mécaniquement, quand on enlève cette tension du variable, globalement, l'équipe, centrée sur elle-même, du coup, elle arrête d'aller chercher des nouveaux. Elle s'occupe de ce cas-là. Ouais. Et ce qui a été intéressant d'observer, c'est alors que tu prévois rien. Ton MRR, il a continué de monter ou... Et oui, mais pourquoi? Parce qu'en Dis-moi. fait, ils sont occupés des clients. Ok. Donc, ils ont fait de l'upsell et du cross-sell. Ah ouais, ok. Plutôt que d'aller chercher du newbies et des conquêtes de nouveaux clients en permanence, ils se sont recentrés sur leurs clients existants pour stabiliser et obtenir la satisfaction des clients. Et après, quand l'équipe était stabilisée, ils se sont remis à aller chercher de nouveaux clients. J'ai employé un acronyme affreux, donc MRR, pour le traduire, c'est les revenus. C'est le revenu mensuel récurrent. Donc globalement, je te confirme que la MRR a continué à augmenter, mais pas de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que finalement, la croissance de la base installée est venue largement compenser la perte de croissance de revenus qui arrivait de la conquête de nouveaux. Et puis naturellement, on avait des commerciaux, mais vraiment pure newbies. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé leurs ventes. C'était un peu confortable. Ils sont quand même venus aider l'équipe. Donc, ils sont devenus un petit peu formateurs, un petit peu chefs de projet. Ils accompagnaient un peu plus loin les projets. Puis, ils se mettaient à dire des phrases qui nous allaient bien. Bon, les gars, j'ai un client là, un truc intéressant. Je le signe ou je le signe pas? Discussion en équipe. Ah ouais.
Et donc, quand l'équipe a participé à la décision qu'on allait prendre ce nouveau Oui, client, parce que tu n'as plus la pression de te dire Ben faut non. que je signe Oui, pour en gagner fait, deux quand ailleurs. bah oui. Ah ouais. T'es plus câblé croissance, Ok. ça t'ouvre Et, l'esprit à et d'autres ce qui est choses. quoi. intéressant, c'est que finalement, quand tu as remis tout ça dans le bon ordre, ça fait que la croissance, elle revient quand même. Ouais. Et aujourd'hui, on a des commerciaux qui signent du newbies dans des plans de rémunération qui sont colossaux par rapport à ce qu'on aurait fait avant. Moi, je continue avec ma casquette d'avocat du diable, dans un système où, effectivement, tu n'as plus de variables et où tu as enlevé finalement la pression d'aller chercher des newbies et où, en fait, tu vas réorienter les gens vers du care. Et comprends bien que j'ai rien réorienté du Bah, tout. C'est ce qu'ils ont tu fait vas- eux de manière naturellement. La main invisible l'a fait. Ouais, Voilà. tout à fait. Et Comme- que ça a changé depuis. Comment est-ce que, et tu as raison de le préciser, je te remercie, mais comment est-ce qu'on détecte Qu'il est en train de se passer ça. Alors ça non, mais enfin ça j'imagine que ça Ouais. remonte, mais non, les gens qui s'endorment, parce qu'en Les fait tirs au flanc. revenus assurés, etc. J'ai plus de pression. Alors, d'abord, premier élément de réponse, et ça, je pense qu'on ne l'avait pas spécialement théorisé, mais la réalité, c'est que je peux te dire que l'entre-pair, PAIR, Ouais. est beaucoup plus dur que le Que manager. bien sûr. Ok. Ça, c'est une réalité. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, un tir au flanc, Ouais. Il se Il fait part. savate. il se fait pas savate. La Parce que pression sociale, en Il se fait fait. cornériser. Mais Il se fait cornériser. Il se fait sortir. Ah ouais. Et Le nombre de licenciements dans l'entreprise, post-transformation, a été multiplié par 2. c'est une de mes questions. Est-ce que tu as des gens qui sont partis aussi à cause de ça Volontairement. Tu as Alors- licencié 2 fois plus Bon, j'imagine que Alors ils pourquoi sont j'ai licenciés. licencié 2 fois Ouais. plus Enfin, pourquoi l'entreprise a licencié 2 fois plus Tout simplement parce que finalement, encore une fois, l'entre-pair est plus exigeant que le manager. Ok. Pourquoi Parce qu'en fait, un manager, la réalité, c'est que il faut un sacré courage pour se séparer de quelqu'un. Hmm. Ok C'est du courage. Et on licencie souvent, on Trop sépare tard. souvent trop tard. Trop tard. Ouais. Voilà. C'est Et pourquoi Parce que la personne est seule face à cette décision, souvent. Et deuxième phénomène, une fois qu'elle a enlevé la personne en question, elle crée un trou qu'elle va devoir compenser elle-même. Ouais. Donc en fait, elle est en train Ouais. de se faire mal à elle-même. Donc Mm. elle ne le fait pas. Ouais. Il faut du courage et traiter le problème. L'équipe, elle préfère un trou Ah, mais que quelqu'un complètement, qui ouais. fait n'importe quoi. Et le courage, les décisions RH dans les équipes sont prises à 3. Le Ok. référent parcours, le Ok. référent bien-être, le référent performance. Ok. Donc quand il y a une discussion difficile à avoir avec un collaborateur d'une équipe, c'est pas une personne, c'est 3 personnes. Et je peux te dire qu'à 3, c'est Ouais, beaucoup t'es plus plus facile fort. de prendre Ah ouais, des c'est décisions sûr. difficiles. Non, mais du coup, merci pour la transparence. Et toute question en emmenant une autre. Comment est-ce que tu me dis que les licenciements sont multipliés par 2. Ont été, ça s'est stabilisé maintenant, mais au Qui début. décide après? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu te dis j'ai besoin de quelqu'un. Mm. En fait, on n'est pas suffisamment nombreux, etc. Comment ça se passe? Enfin, tu sais, qui remonte le point? Comment est-ce que vous décidez de Ça, c'est d'ouvrir un poste, sujet etc. performance. Ok. La performance de l'équipe, c'est le référent performance. Donc, s'il observe que pour pouvoir atteindre les résultats qu'on s'est fixés, il a besoin d'augmenter les ressources, il en parle en équipe. En équipe, on se dit c'est quoi nos besoins? Hmm. Il porte le point. À quel endroit? En comité performance. Et la décision de prendre ou de ne pas prendre une ressource se fait en réunion des 10 référents performance, qui chacun arrive avec ses besoins par rapport à ce que le budget nous permet de faire ou de ne pas Ok. faire comme ressource. Et donc, il y a des arbitrages entre est-ce qu'on ouvre plutôt un 3e expert fonctionnel dans l'équipe 12 Ouais. ou est-ce qu'on prend un développeur en équipe 1? Tout ça, ça se discute, ça s'arbitre, ça Ok. se priorise, et c'est dans cet ordre-là qu'on Parce avance. que la performance, elle peut être vue quand même sous plusieurs angles. Tu as la performance, effectivement, tu as la performance économique Mhm. d'une boîte et les moyens qu'on a à disposition, notre budget, il Ouais. ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, enfin, Ouais. quelque chose de relativement évident. Oui. Et puis, tu as aussi la performance en termes de résultats. Pour avoir les résultats, on a besoin de mettre tel investissement. Oui. Et du coup, Ben, c'est l'ensemble. C'est les deux. ok, c'est C'est ok. c'est l'ensemble. C'est l'ensemble Oui, de mais la parfois, Ça peut être antagoniste. Bah, de oui. ouf, ouais. Faut le gérer. Donc globalement, le référent performance, il est en charge, si tu veux, de la performance globale de l'équipe. Les seules choses qui ne sont pas sous sa responsabilité. oui, mais il est jugé parti, du coup, lui. Puisque à la fois, pardon de t'avoir coupé Henri, Non, mais j'en prie. à la fois, il porte la performance économique de la boîte, Mhm. mais à la fois, tu vas lui demander d'être garant des résultats opérationnels. Pas Oui. qu'économiques. Hein. Mais ce qui est intéressant quand même de comprendre, je pense que c'est pas facile à identifier, mais c'est que c'est eux qui ont fixé leurs objectifs. Oui, ok, c'est vrai. Responsabilité. Responsabilité. Ah, ok. Donc, si tu veux, il a participé à établir le budget de son Ok. équipe. Donc, si tu veux, à un moment, bah oui, il en est responsable Ok, Mm. et autonome pour pouvoir le mettre en œuvre. hyper cohérent. Donc voilà, donc ça c'est la réponse à ta deuxième question. Et sur ta première question, oui, on assume l'ensemble de la performance. Il y a un truc qui est intéressant à évoquer maintenant, c'est que pour savoir si ce modèle d'organisation marche,
on a tout de suite défini un indice qu'on a appelé l'indice Beck pour bien-être et croissance. Ouais. Et on a décidé d'additionner 4 chiffres qu'on d'habitude on n'additionne pas ensemble. Parce que vous avez compris qu'on aime bien faire comme tout le monde. Hein. Ouais. Bon. Donc, on a décidé d'additionner 4 valeurs. La première, c'est celle qu'on appelle le INPS, Employee NPS, c'est-à-dire le taux de satisfaction collaborateur. Ok. La deuxième, c'est le NPS, Ouais. taux de satisfaction client, Net Promoter Score. Net Promoter Score. Ouais. Le troisième, c'est le taux de croissance de chiffre d'affaires. Et le quatrième, c'est le taux de profitabilité, c'est-à-dire EBITDA sur chiffre d'affaires. Mm. Ces 4 valeurs, on les additionne ensemble. Ok. Pourquoi on fait ça? Parce que le message qu'on voulait faire passer à l'organisation, c'est que tout se tient. Tout est lié. Ouais. C'est la C'est satisfaction des collaborateurs qui donnera la satisfaction client, qui donnera la croissance rentable. Donc ça s'appelle l'indice Beck. Cet indice, il est calculé tous les mois, équipe par équipe. Ok. Ça veut dire que tous les mois, on pose la satisfaction collaborateur. Tous les mois, on pose la satisfaction client. Mm. Tous les mois, on calcule le chiffre d'affaires de l'équipe et la rentabilité de l'équipe. Et donc là, tu arrives vraiment à voir toutes les composantes. Ouais. Et tu as des mouvements, tu as des choses que tu observes dans chacun des comités. Donc juste pour t'expliquer, par rapport à la performance, les 2 premiers sont des éléments de performance également, la Bien sûr. satisfaction client et la Bien satisfaction collaborateur. Et c'est juste qu'on les a répartis. Donc la satisfaction collaborateur Ouais. est sous la supervision du référent bien-être et la satisfaction client sous la responsabilité du référent qualité. Donc, les 2 autres composantes sont sous le référent performance. Et toi, tu vois, en tant que dirigeant, vous voyez l'évolution du score et tu sais calculer le trend d'une équipe ou On sait le calculer équipe par équipe. Ouais. Mais ce qui est intéressant pour répondre à la question globale, est-ce que ça marche, cette transformation? Globalement, moi, je réponds oui. Oui, parce que tu vois le Puisqu'on score vient, on a démarré Oui, c'est- à 25. Ouais. L'indice valait 25. Ouais. Ouais. Et on est en train d'approcher les 100. Ok. Donc en 5 ans, on a pratiquement fait x4. Ok. Voilà. Donc on a amélioré le taux de croissance, on a amélioré le taux de profitabilité, on a amélioré la satisfaction collaborateur et on a amélioré la Ouais, c'est satisfaction ça. client. En termes de turn, il y en a Exactement. moins. Exactement. En fait, ça nous fait petit à petit empiéter sur la troisième dernière partie. partie, puisque là, on a parlé profil, recrutement, on a parlé opérationnel, on a parlé pouvoir, tension, cadre. Enfin, c'était hyper intéressant. Là, l'idée, c'était de Parler de toi Est-ce Qu'est-ce que ça changé change Ouais. pour le dirigeant que tu es? Est-ce qu'on peut toujours dire d'ailleurs que tu es dirigeant, finalement? Ah oui, oui. Et je pense que c'est important de l'assumer. Ouais. Parce que, encore une fois, quand tu as redit dans ton introduction que les entreprises hypérées, c'est pas le monde des bisounours, je pense que beaucoup de gens, quand j'ai commencé à parler de ces sujets, se sont dit, du coup, tu fais plus rien. C'est pas du tout ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que le millefeuille hiérarchique entre Cyril, Blaise et moi et le reste de l'organisation, il n'était pas forcément utile pour fonctionner. C'est ça que j'ai dit. Mm. Mais on n'a pas dit qu'on avait disparu. Et la réalité, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui, en nous écoutant, se pose la question, est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il a fait? Moi, je pense que pourquoi ça a marché chez nous, c'est parce que Cyril, Blaise et moi, nous sommes des doueurs. On aime faire. Oui. Et en fait, dans les organisations, tu as 2 types de personnes. Tu as ceux qui font et ceux qui font faire. Ouais. Globalement, notre organisation ne convient pas aux gens qui font faire. Ok. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, y a-t-il eu des départs? Oui, quelques-uns. C'est intéressant de constater que sur les 27 managers et directeurs, au moment de la transformation, il en reste 22. Ok. Ok. Je me serais attendu à plus de départs, Ouais. mais il y Ouais, en a ouais, 22. carrément, ouais. Et en fait, la réalité, c'est que parmi eux, il y avait des gens qui font faire. Mm, mm. Ils s'y sont pas retrouvés. Ouais. Là, tu n'as plus de raison d'être. Oui. Parce que tu n'es pas là pour faire. Ouais. On attend de toi que tu fasses. Mais si dans toute ta carrière, la seule chose que tu as vraiment su faire, c'est faire, tu sais pas très bien comment faire. Tu te sens pas à l'aise, Ouais, bien tu te sûr. sens pas autonome, tu te sens pas Bien responsable. sûr. Donc en fait, tu n'es pas à l'aise, donc tu t'en vas et tu retrouves une organisation dans Oui, laquelle puis tu vas c'est refaire un ça. départ qui est très sain et Exactement. qui se passe très bien. Mais toi, du coup, en tant que dirigeant, tu... Et moi, ce que je kiffe Qu'est-ce pour que tu répondre à fais ta question, Ouais. c'est que du coup, en fait, on s'est donné la réalité, une liberté totale pour pouvoir intervenir où on veut. D'accord. Ouais. Quand tu as un millefeuille hiérarchique entre toi et les gens, en fait, tu t'es empêché d'agir. Ouais. Et tu peux pas vraiment intervenir à un endroit, puisqu'il faut d'abord que tu en parles au directeur. Ah, bien sûr. Le directeur qui doit convaincre ses managers pour que tu puisses éventuellement... Parce que sinon, tu le désintermédies et c'est pas bien vu. Bien sûr. Donc, tu es freiné. Ouais. Là, j'ai plus de frein. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller dans la team Je peux expertise, aller tu peux aller dans n'importe où. n'importe quel team marché. On va où on a besoin de nous. Ok. Et donc, on arrive, on prend des sujets et on aime être un peu des problème solvers. Et donc, on arrive à un endroit, tiens, là, il y a un projet stratégique, ça serait bien de renforcer. Et on y va et on va sur ces sujets. Mais est-ce que parfois, tu fais pas de l'ombre à des référents managers ou à des team leads, je sais pas quel est le terme, ils se disent, putain, il y a Henri qui débarque. Bien sûr.
Ok. Et, Bah et oui. comment tu le joues? Enfin, comment tu fais avec? Déjà, au début, c'est frustrant parce que tu penses qu'il faudrait arriver à faire en sorte... Après, tu l'assumes. Voilà. Faut juste assumer. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que quand je débarque dans une réunion, bizarrement, les gens m'écoutent. Bizarrement, c'est plus, tu vois, la foire d'Empagne. Non, c'est forcément différent. Au début, tu es un peu frustré, tu aimerais bien, mais non, mais considère-moi comme... Bah non, en fait, tu n'es pas comme... Non, tu es juste propriétaire de l'entreprise. Donc forcément, quand tu interviens quelque part en tant que directeur général délégué de la boîte, bah, tu n'es pas la même chose qu'un référent. C'est forcément différent. Donc tu l'assumes. Ok. Voilà. Après, le but, c'est d'avoir ce discours de la CNV qu'on s'applique nous-mêmes. Oui. Donc globalement, si tu veux, moi quand je débarque dans une équipe, je suis pas en train de dire tu, je suis pas en train de dire tu on, dis je. Tu dis je. Et donc tu arrives et tu exprimes tes propres besoins. Et donc moi, il peut m'arriver, par exemple, d'arriver dans une équipe dont, par exemple, la profitabilité est un problème. Ouais. Et je dis, bah voilà, moi mon besoin, c'est que toutes les équipes soient rentables. Ok. Donc il faut qu'on travaille dans votre équipe pour faire en sorte de devenir rentable. Okay. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Okay. Vous avez besoin... Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Tu voulais poser une question, Laurie? Ouais, ton quotidien, en fait, est-ce que t'es pas un peu finalement, t'arrives pas toujours un peu en pompier dans les équipes pour gérer que les problèmes, un peu non. Le début de non, c'était mon mois d'avant. Ouais. Mon mois d'avant, c'était parce que les problèmes ne t'arrivent qu'à la fin. Voilà. Ouais. Là, il y a une problématique, mais on n'a pas encore un problème. On a une problématique. C'est pas encore. Et est-ce que je peux venir aider? Bah oui, je peux venir aider avec plaisir. On va venir aider, on va creuser, mais on peut participer avec les gens qui font à la discussion. Donc, on a beaucoup plus de liberté, on arrive beaucoup plus en amont. Du coup, on touche du doigt aussi un sujet qui est important, la gestion des crises, parce que évidemment que y a rien n'est magique, aucune approche de managériale n'est magique, et donc vous avez des problèmes. Comment est-ce que quelle est l'élasticité du coup de l'organisation Opale face à la crise, et typiquement comment est-ce que ça vous aide à mieux les résoudre? La première chose, c'est les crises, la majorité peuvent s'anticiper selon ce que je viens de dire juste avant. C'est quand même ma première réponse. C'est que, en fait, si tu préviens à la dernière minute, tu es en situation de crise. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent s'anticiper si on en parle avant. Oui. Or, le comportement naturel du manager, je vise personne. Poussière sous le tapis. C'est poussière sous le tapis. Oui, je sais. Voilà. Et quand tu arrives dans des réunions, bizarrement, tout va bien. Ouais. Il n'y a aucun problème. Et c'est quand la crise arrive que tu dis, mais en fait, tu ne m'avais pas dit qu'on était à ce point dans la... Premier point, c'est anticiper. Et quand tu as libéré en fait un peu la parole et le machin, bah, on peut en parler bien avant. Et d'autant qu'il n'y a plus de variables, donc les gens se sentent hyper à l'aise de dire qu'il y a des problèmes. Exactement. Okay. On en parle. Deuxième chose, c'est le processus d'escalade dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, et ça, on a dû travailler un peu sur nous-mêmes aussi, parce que la première réaction que tu peux avoir quand tu es appelé, c'est de dire je viens. Ouais. Okay. L'effort pour nous, c'est de dire je comprends pas là, parce que normalement, c'est pas toi qui aurais dû m'appeler. Tu aurais dû en parler à ton référent. Ton référent aurait dû en parler à son responsable, et le responsable, s'il n'y arrive pas, il vient me voir. Pourquoi la chaîne d'escalade, elle n'a pas été mise en œuvre? Et donc ça, on essaye encore d'y travailler encore aujourd'hui. C'est que si tu veux vraiment obtenir la responsabilité, il faut que les gens la saisissent. Et donc, bah oui, je te donne un exemple. Tu as une crise avec un client. Donc tu as le commercial qui se prend un client, mais furax. Ce premier réflexe pourrait être carrément de m'appeler. Et je dis non. Est-ce que ton référent qualité est intervenu dans le dossier? Ah non, j'y ai pas pensé. Commence par faire un call et tu demandes à ton référent qualité d'appeler le client. C'est son rôle. Donc, il va appeler. Le référent qualité, il a fait ce qu'il a pu, mais en fait, ça passe pas. Et ben, il appelle le responsable du comité qualité. Le responsable du comité qualité, il arrive avec un galon vis-à-vis du client, puisqu'il est en fait comme un membre du CODIR. C'est un galon et il appelle le client en disant « En tant que responsable qualité de la boîte, je vous appelle parce qu'on voudrait vraiment trouver des solutions et on va creuser ça ensemble. » Donc là, le gars, il se sent considéré. Il y a un directeur, entre guillemets, qui l'appelle. Donc ça traite. Ouais. Et si on n'y arrive pas, et ben là, on rentre en jeu. Okay. Donc là, pour répondre à ta question, c'est on anticipe et on fait la chaîne d'escalade. Ok, hyper clair. Tout à l'heure, tu nous as dit que ton indice, la somme des 4 indicateurs l'indice BEC a fait x4 depuis 2020. Ouais. Le corollaire évident, c'est que ça veut dire que la santé financière de l'entreprise va mieux, que tu as moins de turnover, enfin, c'est les 4 tes clients sont contents. Et le INPS, c'était quoi du coup? Satisfaction collaborateur. Ok. Ouais, donc tout va mieux. Donc vraiment, ça veut dire que y a un avant et après qui est manifeste. Ton INPS de dirigeant à toi?
Bah, moi, qui était quand même au bord du gouffre il y a 6 ans. Non, Comment moi, tu te sens ? la réponse courte, c'est je vais beaucoup mieux. Ouais. Beaucoup, beaucoup mieux. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans mes propos, c'est que globalement, c'est une chance immense de pouvoir changer de sujet régulièrement. Ouais. C'est ça qui a changé le plus Ouais. dans ton quotidien ? Ben oui, parce que quand tu gères essentiellement les problèmes, finalement, tu les choisis pas. Bah, bien sûr. Voilà. Donc là, globalement, tu choisis les zones où tu peux intervenir, donc c'est beaucoup plus riche. Je suis redevenu doueur, parce que j'étais plus trop. Or, j'aime ça. D'accord. J'aime faire des choses. Cyril aime faire des choses, et Blaise aime faire des choses. Après 20 ans, il développe toujours du soir au matin. Donc globalement, on aime faire, et donc on s'est redonné la possibilité de faire. Et après, si tu veux, je trouve que cette dynamique qui n'est pas simple, et encore une fois, tout n'est pas rose, hein. Je raconte une belle histoire, mais tout n'est pas rose. Il y a un résumé global qui est très positif. Après, à chaque instant, il y a des problématiques à résoudre, il y a des sujets que les gens se posent, il y a comment tu fais monter en compétence des gens qui sont élus référents alors qu'ils n'ont rien de référent au départ. C'est pas simple. Donc, comment tu fais monter en compétence tous ces gens-là ? Tout ça, c'est des questions du quotidien sur lesquelles on continue à travailler. Mais la réalité économique, c'est que la boîte va très bien. Ouais. Elle est en croissance. Son taux de profitabilité est bon. On a, ce que je ne l'ai pas encore redit, mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête dans le contexte, c'est qu'on a fait tout ça alors qu'on passait sous LBO. Ok. Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est être avec un fonds d'investissement qui vient à son bord, sur lequel on lève de la dette. Qui peut être ton boss, enfin qui peut... Si tu fais n'importe quoi, peut devenir ton boss. Voilà. Tout à fait. Donc globalement, on est vraiment dans cette logique où on a trouvé un investisseur formidable que je cite qui s'appelle ParkWest, qui nous a fait confiance, qui a cru en ce modèle d'organisation, qui nous a même dit un jour, je pense à Pierre qui a dit un jour, écoutez les gars, si vous arrivez à transformer votre EBITDA pour qu'il en devienne quelque chose qu'on appellerait vraiment un EBITDA, alors que vous êtes dans ce modèle d'organisation, on en sera fier. J'ai dit, attends, là, tu viens de toucher une corde sensible parce que tu as employé le mot fier. Donc, toi, fonds d'investissement, tu seras fier de pouvoir montrer qu'on peut aller chercher de belles performances financières avec de tels modèles d'organisation. Oui, c'est exactement ça que je viens de te dire. Donc ça, on est très content de l'avoir fait. Et donc voilà, donc tout ça, pour moi, c'est extrêmement positif. Donc moi, je vais mieux. J'ai la possibilité d'aller à différents endroits et de ne pas gérer que des problèmes. Donc, je vais beaucoup mieux. Écoute, canon. Enfin, moi, j'ai... il drop, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est quand même des sujets que nous, on regarde chez Shodos sans aller aussi loin que toi. Et j'ai appris plein de choses. C'est hyper clair. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. C'est parce qu'on a envie d'avoir des narratifs entrepreneuriaux qui sont désirables. Parce que associer sans arrêt bisounours avec bien-être mais pas de profitabilité, en fait c'est pas désirable et disons que ça a une limite dans le temps. Ça a une limite et puis en fait il y a une vraie étiquette quand même parfois un peu un cliché mais de loser avec des entrepreneurs qui vont sortir du cadre comme toi tu l'as fait et quand tu me parles de ton indice qui fait x4 que tout va mieux etc. C'est génial. Je voudrais remercier aussi Anaïs Georgelin qui passait notre micro qui nous a mis en relation parce que ça en valait la peine. C'est une super histoire. Juste pour le mot de la fin avant de se laisser après tous ces remerciements, moi la dernière question parce que je trouve que c'est hyper cool quand même de conclure avec une question qui peut aider des gens à passer à l'action, c'est ton conseil pour des managers ou des dirigeants qui ont envie de passer à l'action. C'est quoi ? Alors, je pense que souvent, il y a un moment clé, c'est à quel moment je pourrais mettre en place ce type de transformation. Moi, mon conseil, et ça s'est peut-être entendu dans mon propos, en gros, c'est le moment où je vais mettre en place du middle management. Okay. Parce que quand la boîte, elle fait 20-30 personnes, se développe bien, il y a l'esprit start-up, il y a tout ça, etc. Et puis, il arrive à un moment où ça grandit et tu te dis, mais en fait, je vais devoir mettre du middle management, je ne peux pas faire autrement. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que je vais construire une organisation qui m'évite de créer ce middle management ? C'est-à-dire que globalement, le niveau un peu codir que tu peux un peu avoir dans la boîte, un peu des experts qui sont venus s'associer avec toi au début, il ne faut pas le perdre, ça. C'est des talents. Bien sûr. Mais souvent, tu observes que c'est rarement des gens qui sont venus te rejoindre pour faire.
C'est Ouais. des gens qui Des étaient doueurs. venus pour faire. Ouais. Ouais, Tu vois, je suis d'accord. faut les garder. Je suis d'accord. Ils sont là depuis le début, il faut les garder. Ok. Mais si tu peux éviter le phénomène où tu commences à introduire des gens qui font faire juste pour que la boîte puisse grandir, pour moi, c'est le bon moment. Ok. Voilà, ça c'est la clé. Et le... Non, pardon, Non, mais du coup, ça, c'est le momentum où tu détectes que Ouais. c'est le bon moment. Merci, hyper clair. Et après, comment est-ce que tu passes à l'action, tu vois ça peut être... Enfin, tu vois, tu me parles du bouquin de Frédéric Laloux. Enfin, comment est-ce que concrètement, tu passes de la... Alors, tu as dit plein de choses dans notre échange hyper applicables, je pense, mais... Moi, tu ferais quoi la première des choses, c'est oser passer du temps à réfléchir à son organisation. C'est-à-dire Ouais. que globalement, moi, les 2 conseils, c'est si tu le fais à fond. Ok. Et cherche-toi de méthode, c'est à toi de l'inventer. Ok. Voilà. C'est très clair. Si tu fais un by the book, tu vas te planter. Ok. Si tu fais de l'eau tiède, tu vas te planter. Donc, tu ne fais pas une transformation comme celle-là sans assumer qu'il va falloir y aller à fond et en faisant quelque chose qui nous correspond. On a cité Opal, mais vous voyez bien que je suis allé prendre des sources d'inspiration avec Cyril et Sarah. Cyril et Sarah nous ont... Cyril, il a pensé l'organisation, c'est quand même un peu le penseur. Sarah nous a nourri de tous les mouvements de pensée. Et moi, j'ai apporté un petit peu le côté pratico-pratique, l'exemple du gars qui n'allait pas bien. Voilà, donc on a vraiment co-construit tous les 3. Et donc voilà, donc, ça, c'est les échanges. Je voudrais juste rajouter 2 mots, si tu veux bien, Je t'en pour prie, avec grand conclure. plaisir. Il y a 2 effets qui, pour moi, sont intéressants. Le premier, j'en ai pas parlé, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête, c'est que c'est un modèle d'organisation qui favorise l'émancipation des femmes. Oui. Aujourd'hui, dans notre organisation, sur les rôles de référents, 7 référents x 10 équipes, ça fait 70 référents. Il y a 60% de femmes Ok. dans une organisation dans la tech. Mm. On remonte à l'échelle du dessus, vous avez compris que dans les responsables de comité, il y a donc 7 responsables de comité. Oui. Nous, vous avez compris que c'est comme si on avait un codir élu, Oui. ok, de 7 personnes. Oui. Sur 7 responsables, il y a 6 femmes. Ok. Je pense que ça, c'est quand même assez marquant. Bah, c'est... Et mon analyse un petit peu de la situation, c'est que dans une pyramide traditionnelle, pour aller chercher la place du dessus, je pense que malheureusement, notre système éducatif a fait que les garçons jouent plus des coudes pour aller au-dessus. Oui, puis Et les filles sont moins armées, culturellement, dans cette capacité à essayer d'aller chercher au-dessus parce qu'elles aimeraient plutôt qu'on le leur propose parce qu'elles seraient légitimes. Et le premier réflexe va être de dire « suis-je légitime ?» Ce que rarement les garçons vont se poser comme question. C'est « oui, bien sûr ». Là, comme c'est élu, la question de la légitimité, elle est gommée. Puis en fait, tu as aussi l'idée de miroirocratie, c'est-à-dire que tu vas aller, quand tu es dirigeant, leader, tu vas aller chercher des gens qui te ressemblent. Oui. Donc forcément, plus tu as de mecs, plus les mecs vont aller chercher des mecs, c'est logique. Là, ça va ressembler finalement aux équipes en place. Exactement. Mais avec un phénomène, effectivement, où à partir du moment où tu as gommé cet effet de légitimité, ça fonctionne. Voilà. Donc c'était un point que je n'avais pas encore cité. Je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que pour On moi, fera un deuxième épisode. Il Voilà. est assez majeur. Et l'autre point, c'est tout ça, je pense, aussi vient de notre ADN, globalement, du partage. C'est-à-dire que nous, on avait déjà le partage du résultat, ce qu'on appelle la participation. On avait déjà fait le partage du capital, juste pour dire qu'aujourd'hui, 30% des salariés sont actionnaires de Xelia. Et on est allé jusqu'au bout de la vision du partage en faisant un partage de la gouvernance. Donc j'aime bien cette idée qui d'ailleurs avait été un peu théorisée par le général de Gaulle, qui avait dit en fait il y a peut-être une voie entre le capitalisme et le communisme, il y a peut-être une autre façon de faire, il avait appelé ça le partage, il l'avait décliné en 3 étages justement, le partage du résultat, le partage du capital et le partage de la gouvernance, et sans savoir qu'on s'inspirait du général de Gaulle, je t'avoue qu'on n'en savait rien, mais j'ai découvert ça récemment et je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'on peut dire que le général de Gaulle n'était pas un bisounours. Ouais, on peut dire ça. Non, mais écoute, merci sincèrement une nouvelle fois. C'était hyper inspirant. J'espère que notre échange aidera d'autres entrepreneurs, entrepreneuses à passer à l'action. Et, à ouvrir et un j'ai peu pris les chakras. Et aussi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec toi. C'était Et la même Laurie. chose pour moi. Merci beaucoup de m'avoir Merci, reçu. Merci d'être venu. Ciao. Ciao. Merci d'être allé au bout de cet épisode. Ça veut dire qu'il t'a plu. Et c'est parce que tu l'as aimé que les autres l'apprécieront peut-être aussi. Donc n'hésite pas à le partager autour de toi, ton père, ta mère, ton mec, ta meuf, ton meilleur ami ou ta pote d'enfance, voire ta ou ton boss. Tu peux aussi nous aider en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de ton choix.
C'est comme ça que tu participeras à promouvoir ce podcast, désormais disponible sur YouTube. Encore merci. Et merci également à Roland Richard pour l'accompagnement et le montage toujours fait avec amour. À la prochaine. Salut!